Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Santé Future depuis le Paris Santé Campus, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Au sommaire de cette émission, la robotique va-t-elle sauver plus de patients? Ces dernières années, l'usage des robots dans le domaine médical s'est considérablement développé, de la chirurgie assistée aux robots de rééducation, en passant par des solutions de gestion des soins à distance. Sommes-nous à l'aube d'une révolution qui transformera radicalement notre façon de soigner et de nous soigner, ou la robotique restera-t-elle un simple complément au service des professionnels de santé? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Nicolas Prévost. Bonjour Nicolas, bienvenue. Vous êtes directeur général adjoint de Colin Médical, également vice-président du groupe chirurgie robot assistée du SNITEM. Avec nous également Jean-Philippe Varenne, président de Noudis. Bienvenue. Bonjour. Et enfin, Lionel Taxin, chirurgien urologue. Bienvenue également. Merci. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir répondu présent. Il y aura aussi l'édito d'Hervé Bonneau qui nous dit que oui, la robotique pourrait bien être la clé pour sauver davantage de vies dans un système de santé à bout de souffle. Et dans la pépite santé, nous accueillerons Anne Audois, CEO de Moon Surgical, une start-up française qui a mis au point un dispositif robotique d'assistance chirurgicale dédié à la laparoscopie, soit plus exactement la chirurgie minimalement invasive des tissus mous. C'est parti pour une nouvelle émission. Et Hervé, salut. Salut. On démarre avec ton édito comme toujours. Et pour toi, la réponse à la question du jour est évidente. La robotique va indéniablement sauver davantage de patients. Eh bien oui, je le pense et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. J'entends parler comme vous que les médecins, les infirmières, les soignants sont débordés. Notre système de santé est au bord de l'implosion. Je lis ça tous les jours dans le journal. Des médecins épuisés, des hôpitaux saturés, des déserts médicaux. Et ce n'est que le début et on ne va pas refaire le match. Et les jeunes médecins qui arrivent ne veulent plus bosser 75 heures par semaine. Nos hôpitaux tournent avec les PADU, les diplômes hors de l'Union européenne. Des PADU, petits jeux de mots, qui ne sont pas dupes du fait qu'ils font tourner les hôpitaux à moitié prix. Et le ministre qui dit qu'il faudrait des études de médecine plus longues et l'Académie nationale de chirurgie qui dit qu'il faudrait qu'elle soit plus courte. Il y a un problème. Enfin, franchement, on tourne en rond. Le problème, c'est l'avenir. L'avenir, c'est pas très radieux ce qu'on nous propose. Heureusement, la chirurgie arrive, la chirurgie robotisée, froide, précise, infaillible, chirurgicale. Fini les erreurs médicales, c'est ce qu'on nous assure. Fini les tremblements en fin de journée ou en début de journée. Ces machines ne dorment jamais, ne font pas grève, ne réclament pas leur RTT. Elles ne connaissent pas le sens du mot burn-out et elles se forment pendant qu'elles bossent. Ce qui est quand même formidable, parce qu'évidemment, il y a aussi le problème de la formation de nos internes et futurs médecins chirurgiens. Mais n'exagères-tu pas un peu, Hervé, ces robots sont-ils déjà là? Ah, ils sont déjà là et de plus en plus. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a certains robots que vous connaissez qui réalisent des opérations très fréquemment, depuis plus de 10 ans, qui seraient bien difficiles à réaliser à main nue. On parlera de Robotol, je pense que pour opérer la cochlée, il ne faut pas trembler. Da Vinci en urologie et autres robots, on aura l'avis d'un urologue, franchement, on aurait peut-être du mal à s'en passer. Je ne dis pas qu'on ne peut pas opérer à main nue. Qu'est-ce qu'on gagne comme temps et comme efficience à s'appuyer sur une machine comme ça? En Chine, il y a une extraction dentaire qui a été réalisée de façon 100% autonome la semaine dernière. Je dis ça parce que j'étais chez le dentiste hier et ça m'a parlé. En Suède, un drone médical a livré en 3 minutes chrono un défibrillateur qui manquait. C'est-à-dire qu'il a mis 30 minutes de moins que le SAMU. Tout ça piloté par une intelligence artificielle qui a fait livrer la pièce. C'est formidable. Et je ne vous parle pas des exosquelettes que tu as cités dans ton intro, des nanorobots qui se baladent dans le sang pour repérer les cellules cancéreuses, ou des robots infirmiers qui surveillent les patients sans risquer de les infecter les uns les autres. Mais les robots ne peuvent pas complètement remplacer les médecins, Hervé. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas d'empathie. Ah, ça c'est sûr, c'est ce qu'on nous dit toujours, ils n'ont pas d'émotion et c'est très très grave. Alors, ils n'ont pas d'émotion, c'est la grande objection, mais oui, un robot ne posera jamais une main rassurante sur l'épaule, ne mettra pas ses yeux au fond des miens pour me dire tout va bien, rassurez-vous. Mais qui dit que l'illusion ne suffit pas?
je sais que je vous provoque un peu, mais on est dans une époque moderne où on n'a pas des amis, on a des followers sur Instagram, on les rencontre même plus. Est-ce que ça serait pas intéressant finalement d'avoir un robot plutôt que rien du tout? Et on a des robots qui humanisent les hôpitaux. Je pense à Paro, le petit robot phoque dont la fourrure apaise les enfants, ou Nao et Zora qui éduquent les patients hospitalisés et notamment les enfants, qui les font jouer, qui les font chanter, ou Pléo, le petit dinosaure interactif qui interagit comme un animal de compagnie. Vous allez me dire, c'est une illusion de réconfort. C'est vrai, mais qui a dit qu'on est chercher de l'amour à l'hôpital? On vient chercher de l'efficacité, donc c'est un vrai sujet. Et on nous dit aussi, ce que tu viens de dire, ah mais il n'y a pas d'intuition dans les robots. Alors ça me rappelle 1987, il y a 28 ans, Deep Blue, le robot, a battu Kasparov, champion du monde des échecs. On a dit jamais, jamais un robot battra un champion humain. Le mec est tellement un génie des échecs que le robot a eu l'intuition de changer l'ouverture. Et Kasparov a perdu. Et on me dit, ah ouais, mais ça c'était, on aurait dû faire le match revanche. C'était il y a 28 ans. J'ai peur que ça ait progressé. Voilà. Merci Hervé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous entendre sur ce que vient de dire Hervé d'un mot avant d'aborder le débat. Non, je pense que c'est un vrai sujet, la robotisation. On en a parlé beaucoup sur la partie chirurgie, mais ça vient aussi aider les personnels de soins, aussi bien les pharmaciens que les infirmières, en support pour les décharger de tâches chronophages et puis pénibles. Oui, moi je te rejoins, mais en fait c'est même pas une révolution à venir, c'est une révolution qui est en cours. On utilise des robots depuis des décennies dans certaines chirurgies, dans certaines spécialités, et ça ne fait que se développer, et il y a beaucoup d'appétence pour ces outils qui sont vraiment là pour décupler les capacités du chirurgien, le décharger aussi parfois d'une charge mentale excessive. Donc c'est une révolution qu'il faut juste soutenir et accélérer. Lionel, l'avis du chirurgien pour finir. Tout à fait d'accord, moi je vais parler de ce qui me concerne, c'est-à-dire plutôt la chirurgie et la chirurgie urologique. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que si la question c'est est-ce que la robotique améliore la qualité de la chirurgie, je crois que c'est à peu près sûr. Maintenant la question du débat c'est est-ce que ça va sauver des patients? Ça pour moi la question est un peu différente et je pense qu'on va en débattre tout à l'heure. Absolument. Merci beaucoup. Oui, Hervé. Je lis en ce moment un bouquin de Luc Ferry. Le titre c'est l'IA, grand remplacement ou complémentarité. Je pense que c'est à peu près ce que tu indiques comme piste. Parce que sauver des patients, c'est vraiment une question encore différente. Oui. J'entends, mais c'est sauver les médecins. Merci pour le petit reco littéraire. Merci beaucoup Hervé pour ce point de vue tranché. Mais alors concrètement, où en est la robotique médicale en France? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. On passe au débat. Chirurgie assistée, automatisation des soins, précision renforcée, la robotique médicale s'impose peu à peu dans les hôpitaux. Mais où en est son développement en France? Quels avantages pour les soignants et les patients? Et puis, la robotique peut-elle être une réponse aux enjeux du système de santé entre pénurie de personnel et inégalité d'accès aux soins? C'est le thème de ce débat. Nicolas Prévost, Colin Médical, votre PME spécialisée en ORL, a développé le Robotol, le premier robot au monde dédié à la chirurgie de l'oreille. Comment ce robot change-t-il la chirurgie ORL au quotidien? Elle va permettre aux chirurgiens de parfaitement contrôler certains gestes extrêmement précis qui sont au-delà de la capacité de la main humaine, même des meilleurs chirurgiens, même des chirurgiens qui ont fait une cour d'apprentissage extrêmement longue. Et donc finalement, ça va permettre aux chirurgiens d'être moins concentrés sur le contrôle précis de ce geste pour se concentrer sur quel geste ils veulent réellement opérer et faire tout simplement pour le patient. Et aujourd'hui, il est présent dans combien d'établissements? Alors aujourd'hui, il est présent en France dans plus de 50% des CHU, donc dans 16 CHU. Donc le verre est à moitié vide ou à moitié plein. On est très content puisque c'est bien sûr 16 des plus gros, parmi les plus gros, mais pas que CHU, avec aussi beaucoup de centres hospitaliers pédiatriques qui sont équipés. Donc on en est très content, mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il y a 50% des CHU qui ne peuvent pas en bénéficier, et aujourd'hui, aucun hôpital privé non plus qui peut en bénéficier. Or, aujourd'hui, une grosse partie de la chirurgie est également faite dans le privé. Oui, on va en parler
plus tard. Jean-Philippe Varenne, votre automate de conditionnement des médicaments vise à réduire les erreurs médicamenteuses. À quel point ces erreurs médicamenteuses sont-elles fréquentes? Elles sont fréquentes aujourd'hui parce que la préparation de ces doses pour les formes orales liquides s'est fait manuellement par des infirmières dans les services. Vous le savez, on en a parlé. Elles sont débordées, elles ont énormément de choses à faire dans la journée. Elles sont même parfois dérangées jusqu'à 200 fois dans leur journée de travail. Au final, d'aller préparer 80 gouttes pour un client d'un produit hyper important, on fait vite une erreur de patient, de quantité, de dilution, etc. Donc le robot, lui, vient les aider, leur apporter une solution qui est prête à l'emploi et qui va faire Oui, ça ressemble à ça d'ailleurs. Vous êtes oui, venu avec. une petite dose toute simple sur laquelle il y a le nom du patient, toutes les informations concernant le médicament, la date de prise et même un QR code qui permet d'aller s'assurer de la traçabilité du produit tout au long du circuit du médicament. Et même question que pour Colin Médical, à quel point est-ce que c'est implanté? Alors aujourd'hui, nous dit c'est une start-up, on est une dizaine de personnes, on est du côté de Lyon, dans l'Ain. Donc on vient de démarrer il y a 4 ans cette activité-là. Nous dit ça vient d'une société plus importante, Pakinov, qui est une 40aine de personnes et qui est spécialisée dans le conditionnement des machines de conditionnement pour l'industrie. Et donc là, pour l'instant, on en est à 4 établissements dans lesquels ces robots sont installés. Ils sont installés dans les pharmacies des hôpitaux. Ils viennent aider et les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, pour le bénéfice des infirmières, des personnels de soins, et des patients qui, derrière, sont sûrs d'avoir la bonne dose au bon moment, en bonne quantité. Lionel Taxan, vous êtes donc chirurgien urologue. Première question, où est-ce que vous exercez? J'exerce à l'hôpital privé d'Antony, en banlieue parisienne. Et depuis combien de temps est-ce que vous avez recours à la robotique? Alors finalement, je me rends compte que j'ai vieilli et moi j'ai connu un peu toutes les étapes, c'est-à-dire la chirurgie ouverte, la chirurgie puis la chirurgie laparoscopique. La chirurgie robotique, ça a commencé, je dirais, dans les années 2005. Moi, je fais de la robotique depuis 2007-2008. Donc ça fait pas mal déjà. Et alors, à quel point ça change votre quotidien en tant que chirurgien? Franchement, ça change la vie. C'est-à-dire qu'en gros, la chirurgie robotique d'un point de vue assez pratique, a amélioré les performances du chirurgien. C'est-à-dire qu'on voit mieux, la vision est améliorée, les mouvements sont améliorés, on améliore même les mouvements de la main humaine, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les degrés de liberté. Ça, c'est les arguments classiques pour dire que ça améliore la qualité de la chirurgie, ça diminue les complications, ça améliore la récupération pour les patients, il y a moins de douleur. Dans quelle mesure est-ce que ça diminue les complications? C'est-à-dire que ça diminue le risque ça diminue le nombre, la quantité de saignement, ça diminue. En fait, comme on est plus à l'aise, comme on fait des gestes plus précis, forcément, in fine, ça diminue le risque de complications. Et alors le problème, c'est qu'en urologie, c'est toujours des maladies qui ont une évolutivité assez lente, et donc pour pouvoir le prouver scientifiquement, ça prend des années. Mais nous, notre retour d'expérience, c'est vraiment que ça améliore grandement et diminue les complications. Nicolas, où se situe la France en matière d'innovation en robotique médicale par rapport aux États-Unis ou à l'Asie, par exemple? On est un pays très dynamique en robotique et d'une manière générale en medical device, on est extrêmement dynamique. Et dans le système, on a quantité d'entreprises, PME et grandes et petites entreprises qui ont une grosse partie de leur activité d'innovation en France. Évidemment, on ne va pas comparer, parce que la France est quand même beaucoup plus petite que les États-Unis ou que la Chine. Ouais. Donc, bien sûr, on a des points forts malgré tout. On a des points forts complètement indéniables, on a aussi des points faibles. Les points forts, c'est qu'on a des écoles de chirurgie de très grande qualité, donc des chirurgiens de très grande qualité, des médecins de très grande qualité, et des ingénieurs de très grande qualité, et qu'on a aussi cette culture d'innover. Moi, hier, j'ai passé la journée au bloc opératoire à la Pitié-Salpêtrière, et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Tous les ingénieurs passent beaucoup de temps au bloc opératoire avec les chirurgiens. Et ensuite, les chirurgiens viennent beaucoup. Chaque semaine, on reçoit plusieurs chirurgiens dans nos ateliers. Donc en fait, voilà, ça, je pense que c'est un écosystème extrêmement favorable et dynamique. Lionel, on l'a dit, vous l'avez dit, les robots permettent d'assister les gestes ultra précis. Selon vous, est-ce que ces technologies sont une évolution inévitable pour les chirurgies complexes? Alors oui, toujours pareil, pour revenir à l'urologie, il y a la robotique est utilisée dans 2 grandes pathologies, la prostate principalement et le rein. Donc oui, la robotique a vraiment amélioré la qualité de la précision, et notamment il y a plusieurs challenges dans la chirurgie de la prostate, du cancer de la prostate. C'est que non seulement il faut pouvoir
traiter le cancer, donc enlever toute la glande, toute la prostate, mais il y a tout le challenge autour de la continence, autour de la préservation de l'érection. Donc tout ça, ça a nettement été amélioré par la précision. Toujours les mêmes histoires, la vision, la précision du geste a permis de vraiment améliorer les résultats. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est plutôt la chirurgie du rein. C'est-à-dire que dans la chirurgie du rein, il y a toujours cette histoire, on peut avoir une tumeur du rein, et il y a toujours la question de est-ce qu'on peut enlever juste la tumeur ou est-ce qu'il faut enlever tout le rein. Donc en fonction de la localisation de la tumeur, en fonction de la taille de la tumeur, eh bien, il y a quelques années, quand on n'avait pas cette robotique, on était contraint d'enlever le rein. Et finalement, la robotique a permis de pousser les indications de chirurgie partielle. Et vraiment, pour répondre à la question du débat, c'est que enlever que la tumeur du rein, ça guérit de la même manière que d'enlever tout le rein. Mais par contre, ça améliore la survie des patients. On a vraiment réussi, pour moi, à sauver des patients en poussant les indications de chirurgie partielle. Et ça, c'est la robotique qui a permis ça. Par la vision, par la précision, on est vraiment à quelques millimètres du rein et on peut opérer de façon beaucoup plus précise. Donc oui, la chirurgie du rein, c'est un bel exemple de la robotique qui a permis de progresser vers la qualité. Jean-Philippe, la robotique pourrait-elle aller au-delà du conditionnement des médicaments? Est-ce que, par exemple, elle pourrait automatiser d'autres tâches hospitalières? Vous pensez la préparation des chimiothérapies, par exemple? Alors, il y a des progrès énormes qui ont été faits d'un point de vue technologique, et nous, on vient de là, en fait. Et aujourd'hui, on a pu, je prends l'exemple sur les formes orales liquides, doser à la goutte près. C'est-à-dire qu'on contrôle de manière gravimétrique que c'est à la goutte près qu'on vient de délivrer un médicament. Sur la chimio, par exemple, pareil, la technologie permet aujourd'hui déjà, il y a des robots qui sont en place dans les établissements. Alors, nous, on n'est pas dans ce domaine-là, mais on voit des confrères qui font des choses extraordinaires pour simplifier, pour les aider à faire plus vite, mieux et avec plus de sécurité, avec plus de précision, toute la préparation de ces chirurgies, de ces chimios là, qui sont importantes au quotidien dans l'hôpital. Et donc vous pensez qu'il faut s'attendre à des hôpitaux avec des robots préparateurs Alors, je connais moins ce cadre-là, mais a priori, oui, pour moi, la robotisation de tout, je me rends compte d'ailleurs en discutant avec vous que moi, je pensais que la robotique, c'était plus sur la chirurgie, mais non, ça se développe partout. Ça se développe dans la chirurgie d'ophtalmo. Donc oui, je pense que la robotique, on ne pourra pas s'en passer. C'est des outils d'efficience en fait, donc tout simplement il faut que chacun puisse se concentrer sur là où il a vraiment la plus de plus-value. Nous on est dans la chirurgie, le chirurgien là où il a plus de plus-value, c'est réfléchir à pendant l'intervention quel est le geste qu'il veut faire, donc c'est comme disait Lionel, extrêmement bien voir, etc. Donc ces technologies elles vont vraiment développer l'efficience, ça va être gagner du temps. Il y a eu ce débat au tout début de la robotique, de est-ce que vraiment ça fait mieux, est-ce que vraiment il faut se mettre dans la robotique? Et en fait, ça a été un bulldozer, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire autrement, et ça a montré maintenant que ça avait largement supplanté la chirurgie ouverte. Mais au tout début, toujours pareil, dans les innovations, il y a toujours des gens un peu réfractaires à ça, et il y avait des gens qui étaient contre, qui essayaient de montrer que ça ne marcherait pas. Ce qui est important, je rebondis sur ce que dit Nicolas, c'est en fait les automates, les robots permettent de faire parfois plus vite certaines préparations. Donc ça libère du temps pour les personnels qui soient dans la pharmacie ou les personnels de soins. C'est ça qui est intéressant, c'est pas d'aller faire à la place d'eux, c'est qu'on peut faire plus vite et plus précis, et ça permet aux gens de se dégager et d'aller s'occuper plus de leurs patients et sur des tâches qui ont vraiment plus haute valeur ajoutée et qui sont plus relatives aux patients. Nicolas, l'un des freins majeurs au déploiement de la robotique, c'est le financement, qui repose souvent sur les établissements eux-mêmes. Que réclame le SNITEM pour accélérer l'intégration des robots chirurgicaux? Ce que nous souhaiterions, c'est que des budgets soient dédiés à ces technologies innovantes, qu'on puisse aussi avoir des actes associés à la chirurgie avec un financement également dédié. Parce que globalement, en fait, c'est extrêmement frustrant quand un chirurgien a le courage, le souhait de vouloir se lancer dans un problème de robotique, etc. Pourquoi, en fait, ce chirurgien doit passer 1 an, 2 ans à, entre guillemets, batailler avec, voire contre son administration, alors qu'en fait, il devrait être aidé. Le chirurgien a ce souhait, il ne le fait pas pour lui, in fine, il le fait pour le patient. Et donc, finalement, si les budgets étaient plus accessibles, un peu plus facilement, un peu plus simplement, il pourrait rapidement consacrer plus de temps à, encore une fois, le soin ou l'enseignement, la recherche, etc. Et pas passer pendant 2 ans par toutes les phases de découragement qu'on peut avoir lorsqu'on a du mal à trouver le financement. Lionel, au-delà du coût, il y a aussi la question de la formation des soignants. Comment est-ce que les professionnels de santé sont accompagnés dans l'adoption de ces outils à ce jour?
Alors, alors, en ce qui concerne les médecins, les chirurgiens, il y a une éducation il y a une éducation petit à petit qui se fait. Alors, il y a du compagnonnage, c'est-à-dire que, pareil, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était d'un point de vue un peu personnel, il fallait se mettre dedans. Il y avait pas, en chirurgie, vous savez, c'est du compagnonnage, c'est-à-dire c'est les plus âgés qui apprennent aux plus jeunes. Et comme les plus âgés ne savaient pas faire de robots, bah, finalement, c'est les plus jeunes qui se sont mis un peu tout seuls là-dedans et qui sont formés un peu tout seuls. Ouais. Et ça, c'était la génération d'avant. Maintenant, nouvelle génération de chirurgiens, en fait, elle est formée à la robotique de façon complètement naturelle, comme on était formé à l'époque Oui. par de la chirurgie ouverte. C'est Donc devenu il n'y a plus vraiment aucune résistance finalement. pas du tout. Et donc ça, en ce qui concerne les chirurgiens, ça se fait par compagnonnage de façon tout à fait simple. Pareil en ce qui concerne les équipes paramédicales, parce que non seulement il faut que le chirurgien soit formé, mais il y a aussi toute une formation de l'équipe paramédicale, des infirmières, des aides opératoires. Pareil, au début c'était très compliqué, on pensait que ça allait être infaisable. Vous l'avez constaté, vous êtes sur le terrain. Moi, non Donc, seulement je l'ai constaté, surtout que j'ai commencé mon activité dans mon hôpital privé où il n'y avait pas encore de robot. Donc, on a fait venir le robot et donc on est passé de pas de robot à robot et ça paraissait insurmontable. Tout le monde était paniqué et ça s'est très bien. vous Alors, moi, non, parce que j'avais déjà fait du robot avant à l'hôpital. Je viens de la Pitié-Salpêtrière où il y avait déjà de la robotique. Donc, non, moi, j'avais pas peur, mais c'est sûr que c'est quelques étapes à franchir petit à petit. Il y a non seulement le côté à l'achat du robot, tout le business plan à monter, mais après la formation des équipes, et finalement ça se passe très bien. Et maintenant, c'est comme si de rien n'était. Ça, c'est le rôle de l'industriel, en fait, de développer des programmes de formation et avec les chirurgiens utilisateurs de développer voilà, ces programmes, de faire en sorte que le chirurgien soit déchargé au maximum. On va faire des ateliers sur ressort plastique, on va faire du laboratoire d'anatomie, et de façon à ce que, bien sûr, comme toujours en France, jamais la première fois sur un patient. Donc en fait, les chirurgiens jeunes et moins jeunes sont vraiment formés. Et le robot permet cet exercice parce qu'en fait, on va donner accès à des robots aux chirurgiens qui va pouvoir exercer sa dextérité plusieurs heures et beaucoup gagner en confort finalement. Ouais, et puis surtout, il faut arrêter, surtout au début, de fantasmer ou de mystifier la robotique. En fait, et vraiment, on a insisté là-dessus, c'est-à-dire que pour nous, le robot, c'est un outil. C'est vraiment juste un outil chirurgical qu'on peut utiliser comme on peut utiliser un endoscope, comme on peut utiliser un bistouri. Oui, il y a tout un fantasme aussi autour de l'intelligence artificielle peut-être. Peut-être que c'est un peu, les deux sont liés, mais en tout cas, pour nous, on l'utilise vraiment comme un outil. C'est-à-dire que même au début, il y avait une histoire de le robot peut pas changer de salle opératoire, il est là, il bouge pas. Non, le robot, c'est un outil qu'on peut utiliser à un moment parce qu'on en a besoin, mais voilà, il faut le simplifier en tout cas. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on a un devoir, c'est d'aller accompagner ces changements dans les hôpitaux parce que c'est assez transverse, ça touche beaucoup de médecins, de chirurgiens, beaucoup de personnel de soins. Et donc, il faut qu'on les accompagne de A à Z pour la mise en place. C'est pas qu'une question d'investissement, c'est du temps aussi, c'est tout un accompagnement. Donc, nous disent, par exemple, on est vraiment là pour, du départ du projet, aller trouver les gains qui vont être qualitatifs ou quantitatifs, qu'on peut amener dans le processus de soins et comment on sécurise en fait. Et je crois que le secret, c'est aussi de développer les technologies avec les utilisateurs. Nous, c'est les chirurgiens, mais ça peut être des infirmières, ça peut être des pharmaciens, des ingénieurs biomédicaux, tout ce que vous allez trouver dans un hôpital public ou privé. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait, et tous mes confrères font ça. En fait, on développe perpétuellement avec les utilisateurs. On sort de bloc opératoire, on débriefe qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui aurait pu faciliter encore la vie du chirurgien. On fait des prototypes en imprimante 3D, on le met dans la main du chirurgien, il essaye sur un os sec, on va le faire essayer à d'autres confrères, on va aller en pédiatrie pour voir s'ils ont également le même besoin ou inversement, etc. Et puis ensuite on passe à la phase industrialisation. Je pense qu'il ne faut jamais déconnecter de l'utilisateur. Donc nous les chirurgiens, jamais les ingénieurs doivent se dire tiens je vais faire un truc formidable et le chirurgien arrive et dit mais non c'est pas du tout, ça correspond pas à mon besoin ou c'est trop compliqué. Il faut décharger la charge mentale. Le chirurgien c'est un peu comme un pilote, il doit avoir l'œil sur plein de choses. Bien sûr, le patient, il doit aussi avoir en tête la spécificité de ce patient selon son âge, ses pathologies, qu'est-ce qu'il a fait comme son expérience. Ça se passe bien. On ne parle pas des patients dans tout ça, mais eux, comment est-ce qu'ils perçoivent l'utilisation de la robotique? Est-ce qu'ils le savent déjà et est-ce qu'il y a des résistances encore? Alors oui, ils le savent bien sûr. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que au début, les patients voulaient de la robotique, mais ça restait assez confidentiel. Il fallait vraiment des patients renseignés, informés. Maintenant, non, c'est de notoriété publique. C'est en tout cas en ce qui me concerne, pour la prostatectomie, la plupart des prostatectomies sont faites au robot. Les patients connaissent. Il y a YouTube, il y a Internet. Non, ils sont. Donc ça les rassure plutôt?
franchement, mon retour d'expérience, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude en tout cas. Et oui, ça les rassure parce qu'ils savent qu'a priori, il vaut mieux se faire opérer en chirurgie robot assistée qu'en chirurgie conventionnelle. Donc non, il n'y a aucune réticence et même ils sont demandeurs. Les patients aujourd'hui sont très actifs, ils vont sur Internet, ils se renseignent, surtout si ce n'est pas de la traumatologie, ils ont le temps en fait de se préparer. Et donc en fait, je crois que ce qui rassure les patients, c'est de savoir que l'équipe chirurgicale dispose de tout l'arsenal qui existe, tous les outils qui existent. Comme dit Lionel, c'est un outil parmi d'autres, c'est des super outils, mais ça reste des outils. Et donc si le patient sait que ce chirurgien et son équipe disposent de tous ces outils et choisira les outils les plus adaptés à son cas, il est parfaitement Je suis assez d'accord. Ça reste vraiment une relation de toute façon, ça reste une relation de confiance. C'est-à-dire que la chirurgie, on y va parce qu'on a confiance en ce chirurgien, on a écouté. Et a priori, s'il nous dit que c'est mieux de le faire en robotique, on le fait en robotique. Il n'y a pas vraiment de. Puis maintenant, ça s'est assez démocratisé. Donc non, mais pour revenir à la formation, il y a un vrai avantage que dont j'ai oublié de vous parler, c'est que il y a un truc qui s'est développé qui n'existait pas avec la chirurgie ouverte. C'est-à-dire que la chirurgie ouverte, on se lançait sur un vrai patient. C'est-à-dire qu'avec la chirurgie robotique, il y a des simulateurs qui ont permis de pouvoir s'entraîner, ce qui n'existait pas avant. Et il y a des doubles consoles. C'est-à-dire que parfois, on peut pas commencer la chirurgie avec une console, avec un chirurgien formé à côté qui peut reprendre la main et qui peut... Donc ça a vraiment permis d'améliorer la formation des chirurgiens, je pense. Ouais. C'est extrêmement rassurant aussi pour le chirurgien senior, lorsqu'il, en compagnonnage, forme un chirurgien plus junior, c'est qu'en fait, il a, entre guillemets, le pied ou la main sur oui, au moment de lui laisser la main. circuit. La conduite accompagnée. Oui, c'est exactement ça. Je rebondis un peu ce que vous dites tous les deux, Nicolas et Lionel, là, ces robots, ils ne viennent pas de la tête d'un ingénieur. C'est vraiment en collaboration avec les soignants, que ce soit des chirurgiens ou des pharmaciens, qu'on vient prendre le besoin à la source et qu'on vient co-développer. Je veux dire, au début, il y a des protos, il y a des phases, voilà, il faut les améliorer, et jusqu'au moment où on arrive à des choses qui soient vraiment acceptées par le corps médical et par les patients derrière qui, en toute confiance, peuvent en profiter. Et Jean-Philippe, d'ailleurs, autre préoccupation du point de vue des patients, la cybersécurité. Comment Moody s'assure-t-elle la sécurité des données de ces patients dans ces dispositifs ? Alors c'est vraiment en lien avec tout le secteur informatique de l'hôpital. Nous, ce qu'on fait, on ne sort pas de données de l'hôpital. Ça reste. On est lié directement au fichier de prescription hospitalier. Il n'y a pas de reprise en main. Le pharmacien vient valider toutes les prescriptions et lancer de manière automatique la production. Il n'y a pas de données qui sortent du robot ou de l'hôpital. Ça, on est très vigilant là-dessus. On peut prendre la main à distance pour des maintenances sur les automates, mais on vient simplement au niveau de l'ordinateur de l'automate. On n'a pas les données patients qui sont extractibles. Donc tout ça, c'est très sécurisé. Et vous parlez d'intelligence artificielle tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le sujet que vous voulez aborder après, mais nous, on est déjà en train de travailler avec des confrères qui, juste en amont, avant de donner toutes ces prescriptions, il y a une intelligence artificielle qui travaille pour les vérifier qu'il n'y ait pas des choses qui soient anormales, par exemple par rapport au poids du patient, par rapport à ce que le patient a pris précédemment, etc. Tout l'historique, toutes les données qui sont disponibles, on peut les valoriser et aider le pharmacien, qui ne peut pas non plus passer 100% sans faire d'erreur, d'aller aider le pharmacien à mettre en avant des choses qui sont un petit peu bizarres pour que lui puisse regarder ça de près. Et cette notion de protection des données, elle intervient aussi chez vous ? Elle intervient aussi, mais surtout que nous, on est une industrie très réglementée et ça fait partie de la réglementation. Donc en fait, quelles sont les données qui circulent, est-ce qu'elles peuvent se rentrer, sortir, etc. Nous, en l'occurrence, nos robots, et c'est la plupart du temps le cas des robots chirurgicaux, ils ne sont pas connectés avec l'extérieur. Donc il n'y a aucun risque de fuite, ça n'est pas possible physiquement. Et c'est quelque chose qui est encore une fois extrêmement étudié. C'est pas du tout, on n'a pas de marge de manœuvre là-dessus. Sur la question de la pénurie de soignants, est-ce qu'on peut imaginer que la robotique compense la pénurie du personnel médical, ou est-ce que ça restera un outil complémentaire ? Non, ça va pas remplacer le chirurgien. Je pense qu'en fait, là où ça peut répondre à un certain besoin, c'est que ça contribue à rendre ces métiers très attractifs et ces équipes très attractives. Et bien sûr les chirurgiens, mais tout le personnel qui va autour, bien sûr les collègues médecins type anesthésistes, mais également en fait les IBOD, infirmiers de bloc opératoire, et même les brancardiers, etc. Parce qu'aujourd'hui dans les
hôpitaux, et pas du tout qu'en France, partout à l'international, même je crois dans le monde entier, il y a un problème d'attractivité avec turnover. On a besoin, pour qu'une équipe fonctionne, un chirurgien, il travaille avec une équipe. Seul, un bon chirurgien avec une mauvaise équipe, c'est pas mieux qu'un mauvais chirurgien avec une bonne équipe. Hein. Il faut vraiment tout, un bon chirurgien et une bonne équipe. Des gens impliqués, et lorsque les gens voient que dans leur hôpital, il y a des programmes de robotique qui sont à la pointe, etc., c'est extrêmement enthousiasmant. Les gens choisissent ces métiers et ces centres. Ah, je suis d'accord, quand le robot est arrivé, il y a eu une espèce d'effet waouh avec les paramédicaux qui voulaient vraiment s'intéresser au truc. Ça laissait un changement. Quand on est dans la même routine, on veut changer. Ça, je suis assez d'accord. Et sur cette question de est-ce que ça pourrait compenser la pénurie de personnel? Personnellement, pour le robot que j'utilise, non. C'est-à-dire que ça ne diminue pas le nombre d'humains qui gravitent autour de la chirurgie. Par contre, je sais qu'il y a des robots un peu différents qui sont, par exemple, qui permettent de bouger des caméras, qui permettent des bras articulés, des choses comme ça. Où là, je pense que ça peut peut-être diminuer le nombre de personnes. Mais je connais moins ça, non. Je sais pas. En revanche, votre solution, oui. Alors, diminuer, non. L'idée, c'est pas ça. C'est vrai, on n'a pas assez d'infirmières aujourd'hui. Donc, le problème, on peut toujours mettre des petites annonces. On n'arrive pas je crois que c'était 1400 qu'il fallait sur Paris récemment, d'infirmières. On ne les a pas. Donc, aujourd'hui, si on peut les décharger de tâches qui sont sans valeur ajoutée, encore une fois, compter des gouttes dans un gobelet, ça met 5 minutes, ça n'a pas de sens. Le robot peut le faire très rapidement et de manière sécurisée. Ouais. Et ce temps libéré leur permet vraiment de s'occuper des patients. Et si je prends par exemple les EHPAD, on a beaucoup un manque de personnel aussi, c'est criant. Et aujourd'hui, les autorités de santé ferment des EHPAD parce qu'il n'y a plus de pharmaciens, il n'y a plus d'infirmières. Donc il faut regrouper, il faut s'organiser. Et ça, vraiment, l'automatisation, donc ces robots permettent de simplifier et d'avoir toujours des infirmiers au contact des patients. Là où ça peut avoir un apport aussi, les robots chirurgicaux, c'est que pour certains gestes, vous allez gagner des années de formation sur l'acquisition de la capacité de faire ces gestes opératoires. Et donc, si vous gagnez 3, 4, 5 ans pour un chirurgien, il va être rapidement plus opérationnel et, entre guillemets, plus senior. Le but, c'est quand même de lisser par le haut la performance. C'est que le robot permette à tous les chirurgiens d'avoir un niveau de performance exceptionnel et donc plus exceptionnel, mais exceptionnel, généralisé. Ensuite, je dirais aussi qu'il y a certains robots qui vont décharger la charge physique en fait du chirurgien, parce qu'il y a beaucoup de troubles musculo-squelettiques chez les chirurgiens, avec des tendinites dans les épaules, les bras, les mains, tout ce que vous voulez. Des fois, vous allez parfois au bloc opératoire et vous voyez les chirurgiens pliés en quatre pendant des heures, etc. Donc ça, c'est quelque chose que le jeune chirurgien en fait se rend même pas compte, mais au fur et à mesure des années, si. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui baissent ensuite, l'activité chirurgicale à cause de ces troubles musculo-squelettiques, surtout à partir de 55-60 ans. Or, le chirurgien a bien sûr toutes ses capacités intellectuelles. S'il est un peu économisé physiquement, il va pouvoir prolonger son activité chirurgicale de 5 ou 10 ans. Donc, s'il commence 5 ans plus tôt et finit 10 ans plus tard, en fait, vous avez de fait beaucoup plus exploité, entre guillemets, le chirurgien dans toute sa carrière. Bien sûr, c'est-à-dire entre 3 heures de chirurgie debout, l'épaule en l'air, tenir une caméra et assis confort avec la tête dans un écran, c'est rien à voir. Et ça réduit le stress aussi? Non. Le fait que on a l'assurance que c'est plus précis quelque part? Non, je dirais pas ça. Non, le stress reste le même. C'est stressant comme métier. Alors moi j'ai vu des chirurgiens dans certains gestes témoigner de moins de stress, parce qu'ils pouvaient faire une pause de ne serait-ce que 2 ou 3 secondes, là où dans certains gestes il n'y a pas de pause possible à la main. Et j'ai vraiment eu des chirurgiens même s'amuser entre guillemets à s'arrêter 2 secondes, croiser les mains comme on fait au bloc et dire je fais une pause, mais vraiment de 2-3 secondes, je réfléchis, je reprends mon geste. Donc ça, c'est un témoignage. Je pense que c'est pas forcément systématique et généralisé, mais c'est important quand même. C'est bientôt la fin, mais j'aimerais quand même qu'on aborde rapidement la question de l'impact sur les patients et le système de santé. Certains établissements privés sont plus rapides à adopter ces technologies en raison de leur budget, bien sûr. Est-ce que la robotique risque de créer une fracture dans l'accès aux soins entre public et privé, encore plus
Campus? Pour nous, c'est vraiment une problématique extrêmement importante au SNITEM, dont on parle régulièrement. C'est comment faire en sorte que justement il n'y ait pas cette fracture. Je vous le disais, pour ma part, 50% des CHU sont équipés, ça veut dire que 50% ne le sont pas. Ça veut dire que si vous habitez à tel endroit, le chirurgien va bénéficier de ces outils, enfin en faire bénéficier le patient, et à d'autres endroits non. Donc oui, pour moi c'est vraiment une problématique. C'est normal que les hôpitaux puissent pas instantanément au même moment tous être équipés, mais que vous êtes sur parfois des différences de 5, 10, 15, 20 ans, ça je pense que c'est quand même une problématique. Est-ce que Excusez-moi, vous avez dit que le public était plus équipé que le privé? le privé était plus équipé? Ah oui, pardon. Alors, pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le public est beaucoup plus équipé que le privé. Le privé fait beaucoup plus attention à l'utilisation du robot, au développement. Enfin, pour Pourquoi? moi, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Parce que Hmm. je dirais que le privé fait beaucoup plus attention à ses dépenses que le public. Autre question, est-ce que vous pensez que d'ici 10 à 15 ans, on verra des robots capables de prendre des décisions médicales autonomes? Alors moi je pense qu'avec toutes les données qui sont collectées, l'intelligence artificielle sur les bases de données, etc., il y aura, enfin nous on travaille là-dessus, entre guillemets des recommandations. C'est-à-dire par exemple le robot va indiquer au chirurgien un endroit par exemple à éviter, ou au contraire un endroit cible. Mais c'est toujours le chirurgien qui décidera, et donc le chirurgien se dira le robot me dit d'éviter cette zone parce que selon lui, il y a un nerf facial à cet endroit dessous, et donc je ne dois pas passer. Si après, lui, il a une raison bien précise, il pourra aller au-delà, il gardera toujours cette capacité. Mais encore une fois, ça le déchargera. Donc ce sera toujours un outil complémentaire finalement. Toujours, hein. De toute façon, d'abord, la chirurgie, c'est, comme disait Lionel, un acte de confiance d'un patient vis-à-vis d'un chirurgien. C'est pas de l'impatience vis-à-vis d'un robot. Et ensuite, en chirurgie, vous avez toujours l'aléa qui est possible. On peut avoir la meilleure imagerie du monde. Le chirurgien en cours d'intervention se rend compte, écoute, ça se passe pas exactement comme prévu parce que par exemple cet osselet que je pensais mobile n'est pas mobile. Je dois changer ma stratégie, et là c'est pas l'intelligence artificielle qui va décider. Je pense que l'intelligence artificielle va révolutionner la médecine, mais je sais pas, la radiologie, par exemple, je pense à la radiologie où ça va changer la donne, mais quand même je pense qu'en chirurgie on sera les derniers à être influencés. La chirurgie c'est à part. Et en fait, je pense qu'on sera les derniers des derniers à être le moins remplacés par les robots et l'intelligence artificielle. Donc moi, je continue à penser que en chirurgie, ça reste un outil, mais de là à prendre des décisions, c'est-à-dire qu'il faudra que vous veniez nous voir, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est jamais pareil, c'est complètement différent, on n'arrive pas à modéliser un corps, c'est compliqué. Ouais. Donc ça aidera peut-être, mais remplacer, ça va être difficile. Et pour les pharmaciens, c'est pareil. L'idée, c'est pas de les remplacer du tout, ni eux, ni les préparateurs, ni les infirmières, mais c'est réellement de leur apporter un outil qui les alerte, comme disait Nicolas, qui leur met en évidence des informations grâce à l'intelligence artificielle, de dire tiens, il y a quand même des choses qui sont bizarres, hein. Et cette alerte permet aux pharmaciens sereinement d'aller prendre sa décision. Il n'y a pas d'idée d'aller le remplacer, mais c'est vraiment c'est de la collaboration en fait quelque part. Donc non un scénario de science-fiction. Non, pas encore. Si les bases de données permettent à tout chirurgien d'avoir finalement l'ensemble des connaissances disponibles sur Terre, en fait, au moment où il opère, c'est formidable. D'abord, c'est quelque chose que humainement aucune personne ne peut vraiment dominer toutes les connaissances de la pathologie à l'instant T. Donc c'est formidable, ça lui gagne beaucoup de temps, ça lui donne un confort pour, encore une fois, se concentrer sur son geste, parce que ça reste un métier manuel, hein. C'est un métier manuel d'intellectuel. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Prévost, directeur général adjoint de Colin Médical, vice-président du groupe chirurgie robot assistée du SNITEM. Merci à Jean-Philippe Varenne, président de Noudis. Et merci à vous Lionel Taxin, chirurgien urologue. On passe à la pépite santé.
Et on termine cette émission avec la pépite santé. Et pour ce faire, j'accueille bien sûr David. Salut David. Salut Alix. David Mercier. Et David, aujourd'hui, nous recevons Anne Osdois, CEO de Moon Surgical. Bonjour Anne, Bonjour Alix. bienvenue. Bonjour David. Merci d'avoir répondu Merci à vous. présente. Anne Osdois, Moon Surgical a été fondée en 2019. Vous êtes basée à Paris et San Francisco. Et vous avez développé un dispositif robotique d'assistance chirurgicale dédié à la cœlioscopie, autrement dit la chirurgie minimalement invasive des tissus mous. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est exactement ça. Ce robot s'appelle Maestro. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Avec plaisir. Donc Moon Surgical, c'est effectivement une jeune société française basée entre la France et les États-Unis, mais la société, la technologie est née ici de la collaboration entre un chirurgien extrêmement connu qui s'appelle le professeur Brice Gaillet avec un laboratoire situé à Jussieu, le laboratoire de l'ISIR. Et ces deux collaborateurs, on va dire, ont travaillé pendant une quinzaine d'années autour de l'idée qu'on pouvait apporter vraiment les bénéfices de la robotique chirurgicale, des choses dont on parlait un peu plus tôt, le fait d'avoir une vision parfaitement stable et contrôlée, le fait d'avoir accès et un contrôle sur l'ensemble des instruments utilisés pendant une chirurgie. On pouvait apporter ça au chirurgien au lit du patient sans déporter le chirurgien derrière une console, sans le faire manipuler des joysticks, mais vraiment en lui permettant de conserver ses instruments habituels, sa technique chirurgicale habituelle, dans le but vraiment de s'intégrer beaucoup mieux dans la pratique aujourd'hui de la cœlioscopie. Donc nous, c'est ça qu'on développe chez Moon Surgical, c'est un robot d'assistance à la cœlioscopie qui s'intègre complètement dans les pratiques actuelles. Et à ce jour, en quoi est-ce qu'il a changé la donne pour la chirurgie mini-invasive? Alors le gros enjeu, ce qu'on essaie de résoudre, nous, c'est vraiment une problématique d'accès. C'est développer un robot qui est donc beaucoup plus facile d'utilisation, beaucoup mieux intégré, beaucoup plus démocratique en fait finalement, qui ne ralentit pas le bloc opératoire et qui du coup peut être utilisé, adopté de manière beaucoup plus large, qui est aussi beaucoup plus accessible financièrement. De sorte à ce que la grande majorité des procédures, qui sont des procédures simples, rapides, puissent en bénéficier. À toi, David. Alors Anne, bonjour. Bonjour. Le robot chirurgical, c'est un peu la tarte à la crème en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis le succès d'Intuitive Surgical avec le Da Vinci, on a l'impression que tout le monde a essayé d'aller sur ce sujet-là. Et en fait, aujourd'hui, on sait que le Da Vinci, il est juste partout. En fait, ça sert à quoi de proposer un autre robot qui va globalement faire la même chose? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une question qui s'applique vraiment à la chirurgie des tissus mous. Il y a des robots et des sociétés qui font de la robotique qui fonctionnent très très bien en orthopédie par exemple ou dans le domaine du rachis. Donc sur les tissus mous, donc la chirurgie abdominale, thoracique, gynécologique, urologique, effectivement, il y a un acteur hégémonique sur le marché qui s'appelle Intuitive Surgical, qui a développé un produit qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle le robot Da Vinci. C'est un robot qui a été développé initialement sur la base de technologies issues d'applications militaires, donc vraiment avec l'idée d'opérer quelqu'un à distance, d'où le fait qu'on déporte le chirurgien derrière une console. Bon, tout ça, finalement, on le fait au sein d'une salle d'opération, donc c'est peut-être moins justifié, mais en tout cas, c'est vraiment les origines de cette technologie et la fonction qu'on cherchait à sublimer grâce au robot Da Vinci, c'est vraiment la fonction de suture. Donc c'est le fait, comme le disait tout à l'heure le chirurgien qui était parmi nous, de donner accès au chirurgien à plus de degrés de liberté, à ces instruments qui sont articulés et qui vont permettre d'aller suturer dans des cavités qui sont très profondes, très inaccessibles. Le cas d'application, évidemment, le plus connu et le plus fréquent, c'est la chirurgie de la prostate. La grande majorité des procédures cœlioscopiques ne nécessitent pas forcément ce niveau de suture, ce niveau de complexité finalement dans le geste.
Et nous, c'est vraiment à ces applications-là qu'on s'adresse. Ce sont des procédures qui sont plus simples, qui sont plus rapides, qui sont généralement des procédures qui ne sont pas oncologiques, donc on ne cherche pas à retirer des tumeurs, telles que la résection de la vésicule biliaire, des réparations de hernie, la chirurgie de l'obésité, etc. Mais donc, si ce sont des procédures simples, est-ce qu'on a réellement besoin d'un robot pour traiter ce type de sujet? Peut-être que c'est... Peut-être qu'en réalité, le chirurgien va se dire, bah non, en fait, moi, je peux le faire très rapidement et j'ai tellement l'habitude de faire cette procédure que, en fait, je n'ai pas besoin de robot pour m'assister. Alors ça, effectivement, c'est une objection assez naturelle. C'est pas parce que ces procédures sont simples qu'elles sont parfaitement optimisées. Effectivement, tout le monde sait les faire. C'est des procédures qui sont faites avec des volumes qui sont très importants. C'est vraiment les procédures qui servent aux chirurgiens à se former, hein, donc tout le monde passe par là. Cela étant dit, aujourd'hui, dans les blocs opératoires, il y a deux sujets, on va dire, principaux qu'on peut améliorer. Il y a un sujet de personnel. On le sait, il manque énormément de gens dans les blocs, en particulier justement sur ces fonctions d'assistance de chirurgiens qui sont généralement gérées par des infirmières spécialisées au bloc opératoire. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de blocs qui ne tournent pas ou qui sont fermés, ou en tout cas d'établissements de soins qui ont du mal à staffer suffisamment leur bloc opératoire. Donc ça, c'est un impact et c'est quelque chose sur lequel on peut aider. Et l'autre versant, c'est que finalement, dans un bloc opératoire, aujourd'hui, vous n'avez rien qui permette de mesurer comment la chirurgie est faite et de l'améliorer au fil du temps, de l'optimiser. C'est un environnement qui reste très analogique. Il n'y a pas vraiment de capacités digitales qui sont vraiment natives dans le bloc. Or, on sait que finalement, en quantifiant les choses, en donnant des retours et du feedback aux chirurgiens et au staff, on peut améliorer leur efficience. Et donc, alors, si j'ai bien compris, pas sûr, mais j'essaie de reformuler, en fait, le robot Da Vinci ne fait pas du tout la même chose que le robot de Moon Surgical, et en fait, vous êtes plus complémentaire que concurrent. Alors, c'est ça ou pas En tout réellement? cas, oui, le positionnement qu'on a, c'est effectivement un positionnement qui est très complémentaire, qui s'adresse probablement à des indications différentes, effectivement. Donc des indications qui sont beaucoup plus simples, qui sont... Qui ne font pas le Da Vinci, que en le fait. Da Vinci peut absolument faire, mais qu'il va faire généralement au prix d'un ralentissement finalement de l'activité du bloc opératoire, parce que la complexité de mise en œuvre est plus importante. L'autre question évidemment qu'on peut se poser, c'est la question de l'équation économique finalement bien pour sûr. C'était la ces prochaine procédures question. plus simples. Donc on s'adresse à des procédures ou des indications cliniques qui sont différentes. On s'adresse aussi à un segment de marché qui est différent, puisque généralement ces procédures qui sont plus simples, elles ne sont pas faites nécessairement dans les mêmes blocs opératoires ni dans les mêmes hôpitaux ou cliniques. Alors aujourd'hui, le robot, il est opérationnel à 100% ou pas encore? Alors le robot, il existe effectivement, il est opérationnel à 100%. On en a aujourd'hui une douzaine qui sont déployés, installés dans le monde et actifs. Excellent. On a traité 1200 patients au cours de la dernière année. Et j'ai vu une publication, je crois bien que c'est hier ou avant-hier, sur l'agrément FDA sur un bras articulé. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très différenciant, ce sujet-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, on a annoncé en début de semaine une nouvelle autorisation de la part des autorités réglementaires américaines, donc la Food and Drug Administration, qui concerne une fonctionnalité spécifique de notre robot, qui est l'automatisation du mouvement de la caméra. Notre robot donc comprend deux bras. Un de ces bras porte la caméra, qui est utilisée pour voir à l'intérieur de l'abdomen. Et le deuxième bras sert finalement à exposer les tissus qui sont pertinents et auxquels le chirurgien doit accéder. Donc c'est vraiment ces deux fonctions qu'on vient apporter dans les mains du chirurgien. C'est le contrôle de sa vision et puis le contrôle de son accès
au tissu. Et donc la vision, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui est dynamique pendant une procédure. Le chirurgien a toujours besoin de repositionner la caméra, de voir quelque chose qui est différent. Il faut anticiper finalement les besoins au cours de la procédure. Et donc c'est une gestion de la caméra qui est quand même très propre à chaque chirurgien. Chaque chirurgien a sa façon de faire, ses préférences, etc. Et c'est quelque chose qu'on peut apprendre et qu'on peut automatiser en utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un gros sujet en santé aujourd'hui, c'est un gros sujet notamment dans les blocs, parce que évidemment, automatiser le mouvement d'un bras robotisé en utilisant l'intelligence artificielle, ça suppose un niveau de validation et de sécurité important. Il faut rassurer les autorités réglementaires à ce sujet, ce qui nous a pris du temps. Évidemment, les choses se font en éduquant et en s'éduquant de part et d'autre. Et on est très content d'avoir pu obtenir l'autorisation sur cette première fonctionnalité basée sur de l'IA. Félicitations. Merci. Quels sont les enjeux de Moon Surgical sur les 3 prochaines années ? Alors nos 2 enjeux sont le déploiement commercial, évidemment, de plus grande ampleur. Aujourd'hui, on est dans une phase de déploiement, on va dire, limitée. On travaille vraiment de manière très proche avec tous ces premiers centres utilisateurs, avec tous les chirurgiens et leurs Partout équipes. dans le monde ? France, Belgique, États-Unis aujourd'hui. D'accord. Mais à partir de la mi-année 2025, on va avoir une activité commerciale plus large, de plus grande ampleur. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, qui suit le premier, ou qui est, on va dire, une conséquence, c'est d'augmenter évidemment nos capacités de production et puis d'installation de support sur le terrain, parce qu'il va falloir non seulement fournir plus de robots au marché, mais être en capacité aussi d'accompagner tous les centres utilisateurs dans leur pratique. C'est assez exceptionnel en fait et on est hyper fiers d'avoir une start-up en robotique médicale française. Bravo à vous et aux équipes. Elle vient comment cette idée de créer une start-up dans la robotique médicale? Parce que vous auriez très bien pu être dans d'autres domaines, puisque ça fait très longtemps maintenant que vous gravitez dans l'écosystème de l'industrie de la santé. Pourquoi ce sujet-là en particulier, pas l'oncologie, l'IA en tant que tel? Alors, c'est assez opportuniste finalement, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que la chance sourit aux esprits préparés, ou je ne sais plus quel est le proverbe, mais pour revenir à ce que disait Nicolas tout à l'heure, on a la chance d'avoir en France une recherche et des ingénieurs au plus haut niveau, et puis des chirurgiens qui ont toujours été des pionniers, notamment dans le domaine de la célioscopie. La célioscopie est née en Europe et en particulier en France. Les premières opérations ont été faites en France dans les années 80. Donc finalement, la convergence des deux donne lieu à de l'innovation et est génératrice d'un terreau qu'on peut ensuite exploiter dans des startups. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. On a effectivement transféré une techno, un démonstrateur en dehors d'un labo pour lancer la société. Ensuite, ce qui a fait que cette société a agrégé des talents, des capitaux, c'est l'ambition du projet qui est énorme. Effectivement, le marché auquel on s'adresse est colossal. Et puis, c'est la qualité de la recherche et du chirurgien qui était derrière. Alors justement, les capitaux sont colossaux. Ça représente combien? Parce qu'il y a beaucoup de... Le marché est colossal. Les capitaux le sont un peu moins. Mais enfin, les capitaux sont certainement aussi colossaux pour créer une start-up comme ça. Est-ce qu'on peut dire, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de fondateurs de sociétés ou de personnes qui aimeraient bien créer des start-up, et ils aimeraient peut-être savoir en fait combien il faut lever d'argent pour pouvoir réussir à aller jusqu'à la commercialisation d'un robot. Ça se compte en quoi? En millions, dizaines de millions, centaines de millions? Alors, évidemment, chaque cas est spécifique et les capitaux nécessaires dépendent du produit qu'on veut développer, évidemment, de sa complexité, de la géographie. Les choses ne coûtent pas
les mêmes montants selon qu'on les fait en Europe ou aux États-Unis. Pour donner un ordre d'idée, ce qui est certain, c'est que la robotique, c'est par nature extrêmement pluridisciplinaire. Donc vous devez recruter des ingénieurs qui sont spécialistes dans des domaines mécaniques, électroniques, software, intelligence artificielle, robotique, des gens qui intègrent tout ça, évidemment, qui en font des produits, et puis après des gens qui testent ces produits de manière très extensive avant des phases qui sont des phases précliniques et puis ensuite des phases de validation clinique, dans des essais cliniques. Tout ça, ça nécessite des compétences et des talents qui sont variés. Donc en fait, par nature, finalement, les équipes dans une société qui développe un robot chirurgical, elles ont tendance à croître quand même assez rapidement. Vous ne pouvez pas développer un robot avec 3 personnes. Donc ça nécessite des capitaux quand même plus importants que d'autres projets de technologie médicale à l'amorçage. Et puis ensuite, évidemment, les efforts de déploiement commercial sont colossaux. Pour donner un ordre d'idée, et ça c'est des informations qui sont publiques, nous à ce jour, on a levé à peu près 90 millions de dollars. D'accord. Et on est toujours en train de lever de l'argent. Ah, on lève toujours de On lève l'argent toujours pour de aller l'argent. jusqu'à la commercialisation. Pour aller jusqu'à la commercialisation de plus grande ampleur et puis ensuite jusqu'à la rentabilité. Eh oui, donc ça veut dire qu'on va lever encore au moins autant pour pouvoir... Ouais, probablement. Ouais. D'accord, ok. Quelle est la secret sauce pour réussir l'aventure entrepreneuriale? Parce qu'il y a beaucoup de startups qui ont été créées ces 5-6 dernières années. C'est quand même, pour la plupart, il y a beaucoup d'échecs. C'est, je dirais pas fiasco, mais enfin, on en est quand même pas très loin. Qu'est-ce qui fait qu'une startup va réussir et une autre va échouer? C'est quoi les ingrédients, au-delà de ce qu'on peut lire sur LinkedIn habituellement? Oui, alors bon, je me garderais bien de donner des leçons. Mais c'est vrai que dans le domaine de la robotique chirurgicale, tout particulièrement, on est dans un cimetière de sociétés qui n'ont pas fonctionné dans les 10 dernières années, ce qui a beaucoup refroidi le marché et l'enthousiasme et fait monter la barre de ce qui est attendu, en particulier de la part des investisseurs. Ce qui est certain, c'est que dans le domaine spécifique de la robotique chirurgicale, il est indispensable de travailler avec des chirurgiens, mais vraiment de manière quotidienne. C'est-à-dire que les chirurgiens sont des gens qui ont l'habitude d'avoir les choses dans leurs mains. Ils ont beaucoup de mal à vous donner un retour sur un concept sans l'avoir manipulé, sans l'avoir testé. Et donc ça oblige, et nous on le fait toujours à ce jour, à des itérations qui sont très rapides et très fréquentes. Et ça oblige à chaque itération à mettre ce que vous avez dans les mains des chirurgiens, de plusieurs chirurgiens pour avoir leur avis et continuer à orienter votre développement produit. On travaille vraiment de manière très très proche par le biais de manip, de labos qu'on fait de manière mensuelle où on invite des chirurgiens et ça informe vraiment en continu notre plan de développement. Au final, c'est ce qui nous permet d'avoir, désolé pour l'anglicisme, un product market fit, donc vraiment un produit qui est adapté aux besoins du marché. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un bocal. Donc je ne sais pas si c'est la secret sauce, mais en tout cas c'est sûr que c'est indispensable pour arriver ensuite avec quelque chose qui répond vraiment à un besoin. Anne, merci beaucoup. Merci. Les réponses étaient très claires. Il n'y a pas eu de bullshit discours et donc très content par rapport à ça. David, grâce à ton talent. Merci David, merci Alix. et merci à vous, Merci, Amozoa, Anne. CEO de Merci, Moon David. Surgical. C'était la pépite santé et merci au Paris Santé Campus bien sûr de nous accueillir. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.